les quatre. Hey, bonjour, enchantée. Ça y est, on est en ondes. C'est le direct, la magie du direct avec Sophie, maître Sophie Mongeon, avocate en droit social, qui est toute là, qui est de bonne humeur, qui est rentrée dans le studio. Let's go. J'ai on entendu est parti. la petite musique. Je pensais que c'était mon cue. Ben oui, c'est ça. T'as-tu bu un petit verre, Sophie? Non, mais je vous écoutais. Puis y avait-tu du petit gin là, dans le café ce matin? Vous savez, je suis amatrice de gin. Hein? Donc, quand vous regardez mon studio, quand je fais mes capsules, vous allez voir, j'ai au moins 10-12 bouteilles. Elles sont tellement belles en plus. Voyons là. OK, une fan de gin. Oui. C'est vrai que c'est bon. J'adore ça aussi. Je bois que ça, en toute honnêteté. Oh, OK. Oui, effectivement. De l'eau un peu aussi? Oui. Café. Le vin, en toute honnêteté, c'est comme si ça me crée des absences et effectivement, ça m'affecte beaucoup trop. Donc, avec l'âge, hein, on choisit notre vice et moi, c'est le gin. Non, mais j'aime ça. Tu sais, son petit vice, le petit gin. C'est lequel le meilleur gin québécois? Selon toi? Il y en a beaucoup. Je dois avouer que je connais très bien la distillerie Montréal, donc le gin Rosemont, pas loin de mon bureau. Donc, si j'ai à donner une note, je donne un 10 sur 10. Mais on a vraiment des super produits. Ça, c'est vrai. Au Québec, c'est incroyable là-dessus. Sur les gins, notamment, on a quand même cette expertise aussi, cette popularité-là au Québec. Et d'ailleurs, là, on va parler des trottinettes. On change un peu. Ça, peut-être à déconseiller, un petit gin avant de partir au travail en trottinette. Mais c'est un vrai sujet parce que de plus en plus, on parle de cette mobilité active, de se rendre au travail, à vélo, en trottinette. Mais bon, il y a toujours des fois des mais. En fait, le problème, c'est qu'il y en a qui se sentent invincibles. Et il y a beaucoup de cas d'accidents, par exemple, notamment chez les jeunes. Et ça a un impact dans le droit du travail aussi. Bien, les accidents d'auto chez les jeunes, c'est un fléau et c'est extrêmement grave. Donc, cette semaine, là, j'entendais l'histoire de trottinette. Là, on parle, il faut qu'il y ait un casque, il faut qu'il y ait un cours, certes, mais malheureusement, on ne peut pas empêcher les événements. Et lorsque les événements arrivent, bien là, évidemment, moi, j'ai plein d'accidentés de la route là, qui souffrent de traumatismes crâniens, qui fait en sorte qu'ils sont plus compétitifs sur le marché du travail dans le futur. Tu sais, moi, j'ai un jeune là, qui était étudiant, il était entre deux sessions, il a eu un accident de la route et puis il n'a jamais été capable de reprendre ses études. Et étant donné qu'il était en pause d'études, la SAC l'a considéré non pas comme étudiant et il est payé au salaire minimum depuis. Donc, moi, c'est ça qui m'interpelle. On a vu la jeune là, en bicycle cette semaine qui a été frappée par un camion qui est décédé à 15 ans. C'est triste, oui. La famille va recevoir une compensation pour le décès. Mais tu sais, souvent, je vais dire, on pleure nos décédés, là, comme nos femmes féminicides, etc. Mais les vivantes, on dirait qu'on les met de côté. Et les jeunes qui ont des accidents, on s'en occupe pas correctement. La SAC devrait modifier toute sa façon de gérer ces jeunes-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire des meilleures indemnités? Oui, des meilleures indemnités adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Donc, par exemple, quand tu es jeune, tu as 18-19 ans, si tu es à l'école, ils vont te payer selon le salaire moyen du Québécois si tu peux pas reprendre tes études d'une 50aine de mille. Mais si tu es en réflexion, hein, comme maintenant on est plusieurs, bien à ce moment-là, si tu es dans une pause d'études, tu vas être payé au salaire minimum le reste de ta vie. Fait que ça n'a pas de sens. Fait que ça fait des années que j'interpelle la SAC qui fasse une modification pour tenir compte des jeunes qui ont 25 ans et moins. Premièrement. Deuxièmement, on est là, on fait des pistes cyclables, on encourage vers, donc trottinette, tout le kit. Le problème, c'est que si moi, je décide de prendre le Bixi au lieu de mon auto pour aller au travail, il m'arrive un événement, j'ai zéro protection. C'est pas plaqué. C'est parce que c'est pas plaqué. Tu sais, pourquoi donc on donne pas l'opportunité aux gens qui ont des trottinettes, etc., ou des bicycles, qui est un moyen de transport, de plaquer leur véhicule, leur auto ou leur moyen de transport pour avoir une protection? Ben, c'est comme si on est complètement, j'allais dire, à rebours. Là, c'est-à-dire, on nous parle sans arrêt. Mobilité active, prenez vos vélos, tout ça, mais disons, ça ne suit pas. Le droit ne suit pas. Et cette question-là de la protection non plus ne suit pas. Mais est-ce qu'il y a, justement, vous dites que vous faites de la pression là-dessus, mais est-ce qu'il y a un mouvement pour que ça change? Pas vraiment. Pas vraiment. Plusieurs fois, j'ai discuté avec les gens de la SAC pour leur faire réfléchir sur la notion des étudiants, que c'est plus ce qui était quand la loi a été mise en place il y a de multiples années, justement, de tenir compte peut-être de l'utilisation de véhicules différents que l'automobile. Puis tu sais, juste pour vous parler d'un peu de quelque chose qui est particulier, si moi je suis dans un autobus, par exemple de l'STM, puis un accident d'autobus, et je revole, je me cogne ou quelque chose, je suis couverte par la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais si je suis dans le métro, est-ce que je suis couverte? Non. Non.
Non, pas du tout, parce que c'est pas un véhicule. Voyez-vous comment c'est aberrant? OK. Fait qu'à un certain moment donné, je le dis souvent, j'ai l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche. Là, Mais tu je sais. veux revenir sur les plaques. Est-ce que tu penses que les cyclistes la paieraient, la plaque? Parce que ça, c'est une autre affaire. Là. Tu dis, on n'a pas la possibilité de le faire. Mais mettons, moi, j'en connais des cyclistes, si on leur disait, tu veux-tu payer pour une plaque, puis ça vient avec ces avantages-là, mais ça vient aussi avec le prix. Moi, je suis pas sûr qu'ils se précipiteraient sur cette option-là. Tu as peut-être raison, mais au moins, on donne l'option. On est d'accord. On donne l'option. On Tu sais, est moi, je d'accord. prends un Bixi, j'ai une cliente qui est venue me voir. Le Bixi, elle considérait qu'il était lourd. Elle l'a tombé, il est tombé sur sa jambe. Elle a eu une fracture d'une jambe. Là, elle me dit, ben là, moi, je veux poursuivre Bixi. Tu sais, mais tu peux pas vraiment, c'est toi qui est arrivé quelque chose. Et si le Bixi était plaqué, à la limite, c'est qu'on paye un petit supplément pour une protection, ben là, on pourrait avoir la protection de la SAC. OK, mais il faudrait passer à ce moment-là par le politique, faire des pressions politiques? Oui, absolument. OK. Pression politique, une volonté de vouloir modifier la loi sur l'assurance automobile. Ils l'ont modifié il y a quelques années, mais pas du tout pour tenir compte de ces deux nouveautés que je considère qui sont de plus en plus communes. Puis en plus, quand on protège pas nos jeunes comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ils contribuent pas au marché de travail, sont payés au salaire minimum. Fait que finalement, on réussit par payer indirectement, que ce soit par l'aide sociale, par des programmes, par des montants supplémentaires. Fait que tu sais, des fois, je trouve qu'au Québec, on pense pas en amont, on pense tout le temps en retard. Et on parle de payer, là, vous allez nous parler d'une indemnité de plus d'1 million de dollars pour le directeur général de la ville qui a récemment été remplacé. Ben oui, Benoît Dagenet, on l'a vu, là, on a entendu parler régulièrement là, la semaine ou la semaine passée, qui va recevoir une prime de 1 million de dollars approximativement pour sa fin d'emploi. Moi, ça m'a fâchée. J'ai d'ailleurs vu aussi une publication d'Olivier Primo sur LinkedIn qui disait, ben voyons donc, as-tu les moyens de se payer ça comme prime de fin d'emploi? Absolument pas. Mais quand on lit, c'est qu'on constate que c'était prévu dans son contrat de travail. Fait que pour un monsieur qui est entré en service le 3 juin 2024, donc qui est resté à peine 2 ans, je trouve qu'une indemnité de 3 ans, c'est énorme, alors que la jurisprudence est claire. Maintenant, les tribunaux donnent maximum 2 ans. Pourquoi? Parce que je le dis tout le temps, avant, on se mariait pour la vie, maintenant, on se mariait pour la nuit. C'est la même chose dans les relations de travail. Avant, quand on était directeur de la Caisse populaire du village de Sainte-Sophie, on était là jusqu'à mort sans suivre. Fait que si un employeur voulait se débarrasser de toi, il fallait qu'il mette sa main dans sa poche. C'est le même partage, là. Mais maintenant, il y a tellement de mouvements, je trouve que ça n'a plus de sens aujourd'hui. On n'a plus les moyens de se payer ça. Mais ça, là, c'est un tabou dans la société, mais il y a beaucoup de gens qui font ça toute leur vie. Je ne sais pas si c'est le cas de ce monsieur-là, je ne vais pas lui prêter des intentions, mais qui passent d'un employeur à l'autre parce qu'ils savent, ils se négocient des primes de départ à chaque fois. Tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ramasses un salaire de 1 an, 2 ans de travail, tu prends un break, tu t'en retournes travailler quelque part. Moi, j'en connais des gens qui ont fait ça. Je les connais aussi. Ben, Et ça, il y a une histoire qui... ça m'a interpellée, puis j'en parlais avec Rémi. Je suis contente qu'on en parle ce matin. Le droit à la concentration... Ça, c'est quelque chose, parce que, tu sais, aujourd'hui, on est dans les aménagements, par exemple, des bureaux, ce qu'on appelle open space, ouvert, ou le télétravail, où il y a différentes configurations possibles. Et là, tu vas nous parler d'une bataille, en fait, d'ingénieurs là, qui viennent de gagner une bataille contre le ministère des Transports du Québec sur cet aspect-là de la configuration de leur espace de travail. Ça va faire jurisprudence sur l'aménagement des lieux de travail. Donc, c'est les ingénieurs en 2022 qui ils peuvent travailler en télétravail, mais lorsqu'ils sont interpellés au bureau, ils n'ont pas d'espace de concentration ou un endroit pour exercer leur obligation déontologique, c'est-à-dire d'être dans un environnement privé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé un grief pour forcer l'employeur de leur donner des espèces de cubicules qui leur permettraient d'exercer leur travail en bonne et due forme. Finalement, le syndicat plaidait pour la paroisse entière, mais finalement, ça s'est réglé pour 5 ingénieurs en particulier. On lui a dit, eux, ils ont besoin d'un endroit balisé. L'arbitre est venu dire, il faut regarder pour les autres aussi, là, que ce soit des endroits balisés, mais en principe, il faut démontrer quand même l'importance. Moi, le barreau m'oblige, quand je rencontre des clients, d'avoir un endroit très, 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 très professionnel, à l'abri, confidentiel, etc. J'imagine que c'est la même chose pour les ingénieurs, sauf qu'ils ne rencontrent pas des gens. Là, peut-être c'est un peu différent. Mais cette décision vient dire là que ce n'est pas nécessairement uniquement un droit de gestion de l'employeur d'aménager les lieux de travail, mais c'est une nécessité quand même dans certains métiers. mais il y a 2 choses là, dans cette cause-là. Il y a le confort,
parce que ça, tu me connais un peu là-dessus. Ouais, je trouve qu'on est rendu douillet un peu au Québec, mais il y a aussi l'enjeu de confidentialité. Ça, je respecte ça. Je préfère savoir que l'appel, s'il doit être confidentiel, on peut en assurer la confidentialité. Mais sur la question du confort, toi, après toi, ton instinct dit quoi? On a mené cette bataille-là pour le confort, mais en en disant c'est surtout pas pour juste le confort, c'est pour la confidentialité qu'on le fait, ou on le fait avant tout pour la confidentialité? Tu le sais que je suis pro-travailleur, Rémi. Ben oui. Mais je trouve que c'est exagéré entre vous et moi. Là. Ces personnes-là travaillent en télétravail. S'il y a un besoin de confidentialité, ils pourraient le faire chez eux. Fait que, tu sais, je comprends que c'est le fun là, pour la jurisprudence, puis pour le droit, puis l'aménagement. Mais entre vous et moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Non. Ouais. Mais comme ce qui va être intéressant aussi, comme on dit, c'est que ça ouvre. C'est le côté jurisprudence aussi entre ce droit finalement c'est des employeurs de dire non, nous, ça va être ça l'espace de travail et versus les employés qui peuvent avoir des revendications particulières aussi, de dire non, mais moi, je suis pas capable de travailler dans cet environnement-là. Trouvez-moi une façon, mettez-moi des cubicules, mettez-moi quelque chose pour que je puisse être productif. Il y a ça aussi. Oui, ça ouvre la porte justement à des situations qui vont être plus considérées individualisées. Et en terminant, là, faites pas une petite affaire, là, c'est une décision de la Cour. Tu vas nous parler de l'avertissement là, de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec qui peut là, juger que finalement, vous avez peut-être pas tout déclaré. Là. Il peut faire des suppositions en disant « Ah, je pense qu'avec le train de vie, tout ça, elle a probablement gagné plus ou il a probablement gagné plus, puis il n'a pas déclaré tout. » Exactement. Là, vous avez fait vos rapports d'impôts. C'est la saison des avis de cotisation. Vous les avez reçus. Combien de temps vous avez pour contester? 90 jours. Mais aussi, malgré tout, l'Agence de revenu du Canada et Revenu Québec peut, à certains moments donnés, dire, écoute, je vais reviser les avis de cotisation. Pas parce que vous l'avez payé que vous êtes sauvegarde à tout jamais, là. Donc, vous êtes obligé de garder vos papiers 6 ans. Et si vous avez un avis de cotisation qui ne vous convient pas, vous avez 90 jours pour le contester. Mais là, Revenu Québec peut faire des vérifications. Puis dans la décision qui a été rendue, c'est vraiment intéressant. Là. Le monsieur, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que lui, il écoule des stupéfiants. Puis il y a une coupe de run là, pour une équipe là, de revendeurs de drogue. Et là, le Revenu Québec est mis au courant de tout ça. Puis il regarde ses avis de cotisation. Puis il trouve qu'il ne déclare pas beaucoup en tenant en considération son train de vie, etc. Fait qu'est-ce que Revenu Québec peut faire? Et là, je vous avertis, écoutez attentivement. Si vous participez pas, parce que là, le gars, il ne voulait pas fournir ses documents du tout, il se glissait, tout ça, Revenu Québec, de façon exceptionnelle, peut aller chercher tous vos comptes bancaires. Elle peut, à ce moment-là, faire des méthodes indirectes de reconstitution de revenus. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris les relevés bancaires de cette personne-là en disant, regarde, il y a un dépôt là, il y a un dépôt là, il y a un dépôt là. C'est présumé que c'est des revenus, donc ils ont tous refait les avis de cotisation en conséquence. Parce que reconstitution, ça veut dire qu'ils vont jouer dans tes affaires puis ils font du bricolage. Oui, ça s'appelle la méthode des dépôts bancaires. Il y a aussi la méthode de l'avoir net. Il y a la méthode des mouvements de trésorerie, cash flow, où ils font des exercices à savoir exactement, puis ils vont présumer même à partir de Statistique Canada, c'est quoi là, un train de vie d'une personne, fait qu'ils vont tout estimer ça. Dans ce cas-ci, le monsieur a gagné. On lui réclamait 90 000. Mais il est venu dire, là, je fais un clin d'œil, que tout venait de sa grand-mère, puis toutes les dépenses étaient payées par la conjointe. C'est possible, ça. Il a gagné. Il s'en est bien sorti. Bravo à lui. Mais si... Je vous mets en garde, tout simplement. Maître Sophie Mongeau, merci d'avoir été là. Et comme le dit l'adage, il y a 2 certitudes, la mort et les impôts. Absolument.